La 7e limite planétaire est franchie. Pourquoi l'acidification des océans alarme? Bonjour, je suis Pénélope Hérault, journaliste météo et climat pour BFM TV. Vous écoutez la question météo-climat. Vous êtes peut-être passé à côté de l'information, mais la Terre vient de dépasser une nouvelle limite planétaire, la 7e exactement, celle de l'acidification des océans. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques de l'Institut Potsdam, car dans leur dernier rapport, ils sont formels. Nos océans ont officiellement basculé dans une zone de danger. Alors, pourquoi c'est grave? Eh bien, parce qu'en absorbant une part trop importante du CO2 issu de nos activités humaines, ils s'acidifient à une vitesse impressionnante, ce qui menace la biodiversité marine et perturbe les équilibres climatiques. Alors, comment inverser la tendance? Eh bien, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Troublé. Bonjour Romain. Bonjour. Romain, vous êtes biologiste de formation, navigateur et directeur général de la Fondation Tara et vous menez depuis des années des expéditions scientifiques à bord d'un bateau, la goélette Tara, pour mieux comprendre et protéger les écosystèmes marins. Alors, Romain, je le disais précédemment, on parle de cette 7e limite planétaire, celle de l'acidification des océans. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, l'acidification des océans? En fait, il ne vous a pas échappé qu'on habite beaucoup de CO2 dans l'atmosphère depuis maintenant pas mal de siècles. Beaucoup de CO2 dit beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, dit beaucoup de CO2 dans l'océan, parce qu'en fait, il y a un équilibre qui se forme. Le CO2 se dissout dans la mer. Plus il y en a dans l'atmosphère, plus il y en a dans l'océan. Et ce CO2 dans l'océan, en fait, il a un rôle, il a un effet, c'est qu'en fait, avec la chimie de l'océan, il rend l'océan plus acide, pour faire simple. Et donc, plus on met CO2 dans l'atmosphère, plus l'océan est acide. Plus il y a changement climatique, plus l'océan est acide. Et c'est ça qu'on observe aujourd'hui. Et puis, l'océan est pas encore acide, il est encore basique. Il a un pH qui était à peu près à 8 et quelques. Il était à 8,11, maintenant il est à 8,05. Donc il n'est pas encore acide, mais la tendance est forte. Et en 200 ans, on a rendu l'océan 40% plus acide qu'avant. Donc, depuis le début de l'ère pré-industrielle. Depuis l'ère pré-industrielle, on a rendu l'océan 40% plus acide en 200 ans. Et donc, vous qui partez en mer avec la Fondation Tara, je le disais tout à l'heure, avec une goélette, concrètement, comment est-ce qu'on arrive à percevoir finalement ces effets de l'acidification? En fait, comment ça se mesure concrètement? Ça ne se mesure pas directement, c'est-à-dire qu'on mesure deux paramètres de l'océan, la température, puis un autre paramètre. Et en fait, c'est à partir de ces paramètres-là qu'on calcule l'acidification de l'océan. Donc, ce n'est pas un capteur qui mesure l'acidité de l'océan, comme ça. C'est toujours quelque chose d'un peu plus compliqué. On le fait depuis sur Tara, au fil des missions et des expéditions de la goélette Tara, avec le CNRS et tous nos partenaires depuis presque une dizaine d'années maintenant. Alors nous, on mesure... Tara, vous savez, c'est un bateau, il bouge. Donc on mesure l'acidité là où on passe. On ne mesure pas le changement d'acidité. Finalement, on ne reste pas au même endroit, en pleine mer, à faire le bouchon pendant des jours. Donc ce qu'on a mesuré, c'est un peu l'acidité dans laquelle on a trouvé les écosystèmes qu'on a trouvés. On a cherché à... Ça a beaucoup intéressé aux vivants avec ce bateau, qu'il soit le plancton, qu'il soit le corail notamment. Et à chaque fois, on a regardé l'acidité à l'instant T de ce qui se passait. Et alors, justement, vous cherchez à étudier les effets de l'acidification des océans. On parle surtout de la faune marine, des coraux, des planctons. Qu'est-ce que vous pouvez finalement nous en dire? Quels effets ça a sur les organismes marins? Un océan plus acide, dans votre douche, par exemple, quand vous voulez enlever le calcaire qui est blanc dans votre douche, dans vos carrelages foncés, là, vous mettez de l'acide, en fait, pour dissoudre le calcaire. Et dans la mer, il y a énormément d'organismes qui construisent du calcaire, qui fabriquent avec leur gènes et avec leur chimie interne du calcaire. Des coquilles de coquillage, par exemple. Le corail, ce que vous voyez, les structures externes du corail, c'est du calcaire. Et donc, vous imaginez bien que si l'océan est plus acide, ces organismes-là vont avoir plus de mal à fabriquer leur calcaire, leurs coquilles, ou leurs exosquelettes, comme c'est le cas du corail. Et donc, plus de mal à se développer, à se reproduire, etc. Et ça a pour effet, plusieurs effets, ça. Si on prend par exemple le plancton, si le plancton a moins de... Puisqu'il y a beaucoup de plancton microscopiques qu'on est coquilles, qui les protègent. Et s'il y a moins de protection, en fait, la prédation, les prédateurs qui les mangent, vont plus être les mêmes. Ils vont se faire attaquer par d'autres plus vulnérables, en fait. Ça change toute la chaîne alimentaire, en fait. Donc, quels sont les effets cascades de ça? On n'a pas trop encore compris.
Sur le corail, par exemple, si vous ne pouvez plus faire du calcaire et donc construire ces récifs coralliens, vous avez plus beaucoup de nurseries pour d'autres espèces de poissons qui viennent s'abriter dans toutes ces cachettes, qui est un récif corallien en 3 dimensions. Mais il y a aussi du coup moins de pêcheries qui se développent autour. Il y a beaucoup plus d'érosion des côtes, puisque les récifs coralliens protègent beaucoup des grosses vagues dans le Pacifique notamment. Les îles perdues du Pacifique sont protégées par leurs barrières de corail. Donc s'il y a plus d'acidité, il y aura moins de barrières, moins de protection et plus d'érosion. Et donc un gros impact sur les populations qui vivent sur ces îles. Donc en fait, vous voyez que ça génère beaucoup d'effets cascades dans plein de processus de la mer. Donc, des effets en cascade, effectivement. Et est-ce que finalement, ces effets concernent toutes les mers? Est-ce qu'il y a des zones, des régions qui sont particulièrement plus touchées par cette acidification des océans? Qu'est-ce que vous constatez? La mer, on dit souvent qu'on a un seul océan, mais il est très différent dans plein d'endroits de la planète. Et notamment la captation de CO2 par l'océan, elle est très dépendante de la température de l'eau. Donc plus l'océan est froid, plus il y a du CO2 dissous qui rentre dedans. Donc en fait, plus l'océan est froid, plus il capte du carbone, c'est une bonne chose. Mais plus il capte du carbone, plus il s'acidifie. Donc en fait, les eaux de l'océan austral, autour de l'Antarctique, et les eaux de l'océan Arctique, au pôle Nord, sont beaucoup plus acides que le reste de la planète en moyenne. Donc c'est aussi quelque part des sentinelles du changement climatique, parce que ces zones, elles nous montrent un peu ce qui se passe là-bas, c'est peut-être ce qui se passera dans d'autres endroits du monde dans le futur. Donc c'est important d'aller l'étudier, c'est ce qu'on fait d'ailleurs beaucoup avec Tara, et dans les prochaines années, on va s'intéresser beaucoup à ces deux sentinelles du changement climatique, qui sont l'Arctique et puis les récifs coralliens des tropiques. Je rebondis justement sur la fondation Tara. Je le disais, vous êtes le directeur général de la fondation. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez? Quelle est votre méthodologie de travail sur place, sur le bateau? Vous travaillez avec des scientifiques, des artistes? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On travaille beaucoup avec les chercheurs de la planète. Bien sûr, le CNRS est toujours un des leaders de la recherche qu'on fait à bord, mais en fait, on emmène en mer des consortiums de laboratoires. Souvent, il y a 40 laboratoires de 15 pays qui se mettent ensemble pendant 1 an ou 2 pour préparer une mission et pour s'intéresser à une question, pourquoi pas l'acidification de l'océan, par exemple, sur les récifs coralliens, et qui se mettent ensemble. Et donc les bateaux partent, vont collecter de l'information, prendre des mesures, prendre beaucoup des spécimens, d'échantillons. Et puis après, ces consortiums, ils se mettent ensemble pour étudier et analyser ces résultats et publier des recherches et découvrir beaucoup de choses, évidemment. Ces découvertes, nous, on les prend pour les emmener à l'ONU, pour essayer d'accélérer la prise de décision, la protection, les priorités aussi à pousser à l'instant T. Et puis à bord du bateau, c'est pas aussi que de faire la science, c'est aussi de raconter. Et donc il y a beaucoup d'artistes embarqués en résidence qui viennent 3 semaines, 1 mois, vivre l'aventure avec les scientifiques et comprendre un peu la méthode scientifique et pourquoi on se pose des questions et quels sont les enjeux et les impacts de cette question en général. Et c'est pareil dans les écoles françaises, et puis avec vous aujourd'hui, avec la presse, c'est aussi ça le jeu, c'est de faire entrer ces missions océanographiques, cet océan toujours loin de nous, finalement dans notre quotidien et dans notre façon de voir la planète. Et donc, justement, une question qu'on peut se poser, on sait que l'océan, comme les forêts, joue un rôle de puits de carbone en stockant le CO2. Est-ce que finalement, vous avez constaté sur place, si le fait que l'océan s'acidifie, est-ce que cela joue un rôle dans la capacité de l'océan à stocker le carbone, à jouer son rôle de puits de carbone finalement? Plus l'océan est acide, plus ça veut dire qu'il a capté du carbone. Donc plus il est gorgé de CO2, et donc plus, en tout cas c'est pour faire des raccourcis, et donc moins il va en capter en fait. Donc c'est quand même assez lié. Et puis l'autre chose, c'est que cette acidification, elle va altérer les écosystèmes, et ce qui pompe le carbone dans les océans, c'est aussi le vivant et ce qui vit dedans. Et si vous altérez cette chaîne alimentaire, en fait, vous altérez un peu toute cette capacité de l'océan à stocker ce carbone et à absorber encore plus le changement climatique comme il le fait aujourd'hui. Et pourquoi c'est important? L'océan, souvent, c'est ce qu'on a dans le dos quand on regarde la plage. C'est Tabarly qui le disait, un grand navigateur français il y a une trentaine d'années. Et c'est un peu toujours vrai, c'est énorme. On parle là de 70% de la planète. Et c'est un peu ce qui maintient la vie sur cette planète. Ça régule la température, ça stocke le carbone, ça produit énormément de protéines. La pêche, ça nourrit beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui. Et donc, altérer ça, c'est altérer un peu notre futur, en fait, quand même. Et un des enjeux, et pourquoi on en parle beaucoup, et pourquoi c'est une limite planétaire, parce qu'en fait, cette acidification de l'océan,
elle est presque irréversible. C'est-à-dire que pour revenir au pH qu'il y avait il y a 200 ans, si on arrête de produire le CO2 dans l'atmosphère, ça va prendre 500 ou 600 ans. Donc en fait, c'est beaucoup plus long encore que la température. Donc c'est un processus qui est assez, pas irréversible, mais à l'échelle humaine, largement irréversible. Ouais. D'où le terme de limite planétaire. D'où le terme de limite planétaire, qui est un peu... il y en a 9 aujourd'hui qui ont été identifiés par l'Institut Potsdam, qui sont des limites planétaires qui sont là pour donner un peu des seuils d'alerte. Attention, on sort de système planétaire qui a permis la vie depuis les 1000 ans qui ont précédé. C'est qu'on change de système. C'est ça que ça veut dire, ces limites planétaires. C'est que c'est une alerte, et il y en a plusieurs, il y en a sur plein de sujets différents, et qui viennent un peu mettre un chiffre, une alerte sur l'habitabilité de cette planète. Complètement. On a franchi un seuil. Toutefois, il y a quand même effectivement des projets politiques à porter un message politique. Je pense notamment à la COP qui va bientôt avoir lieu. Si vous aviez un message à adresser aux dirigeants de la COP sur ce sujet, quel serait-il ? La COP, c'est la COP 30. Ça fait 30 ans qu'on discute de ces enjeux climatiques. Ça fait 30 ans qu'on se pose la question de savoir comment faire. L'accord de Paris a fait une feuille de route majeure qui a été votée il y a 10 ans. C'est 10 ans l'accord de Paris aujourd'hui. On sait où aller. Tous les pays sont tombés d'accord sur une trajectoire. Maintenant, il faut l'appliquer. Il y a 2 ans, on a mis noir sur blanc que le futur se ferait sans fossil fuel, sans énergie fossile. Et maintenant, il faut implémenter ça. Il faut que les pays, c'est leur rôle, c'est là pour ça qu'on fait des fameuses COP, c'est qu'elles viennent se parler, que les pays s'engagent à une trajectoire qui va permettre de respecter l'accord de Paris. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, on passe à la phase de mise en œuvre. Et elle ne peut pas être que au niveau des chefs d'État et des pays, elle est aussi au niveau des régions, au niveau des villes, au niveau des entreprises, au niveau des familles. C'est là que ça se passe, en fait, tout ça. À la fin, c'est nous, le sujet. Et à la fin, on doit se battre pour notre survie à tous. Et donc, notre bien-être surtout, avant ça. Tout à fait. Et alors, justement, nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire, finalement ? Évidemment qu'on a un rôle personnel, individuel. On est des consommateurs. On consomme certains produits et pas d'autres. On soutient des politiques publiques et pas d'autres. On fait des choix tout le temps, tous les jours dans notre vie. Et ces choix, ils doivent être éclairés à la lumière de cette prise de conscience un peu d'habitabilité de cette planète, en fait. C'est pas pour les petits poissons qu'on doit se bouger. C'est pas pour les oiseaux magnifiques qui passent dans l'air. C'est pour nous, avant tout. C'est pour cette espèce humaine qui doit se battre pour son futur, en fait. C'est ça le sujet. Voilà. Après, les priorités sont pas les mêmes. Des pays pensent qu'on a le temps, d'autres pensent qu'on n'a pas le temps. La France, là-dedans, est un des pays qui pousse le plus pour le progrès et pour avancer. Et d'autres pays pensent qu'on a largement le temps, ou même parfois que tout ça est une vaste fumisterie et qu'on est à côté de la plaque. Donc, il faut se battre. Je pense qu'il faut se battre pour ça. Il faut se battre aussi pour tous les enjeux de reporting, pour qu'on mesure en fait l'impact qu'on a et qu'on sache où on a mal en fait, et où on agit en premier. C'est pas très compliqué tout ça en fait. C'est comme quand on prend une prise de sang. Puis nous dit où est-ce qu'on est malade. En fait, tous ces enjeux de CSRD, de reporting, ça sert à ça. Alors, peut-être pour conclure sur une note d'espoir, vous, aujourd'hui, quand vous êtes, en tout cas en mer, est-ce qu'il y a des choses sur le terrain ou alors dans la recherche aussi scientifique qui vous donnent encore de l'espoir sur ce sujet ? Il y a plein de choses qui se passent. Les baleines, on a arrêté de les pêcher. Les baleines reviennent comme jamais. La couche d'ozone, il y a une trentaine d'années, on a décidé d'arrêter de polluer avec un certain gaz, et la couche d'ozone revient aujourd'hui. Les tortues les tortues vertes, qui étaient une espèce en voie d'extinction, est sortie il y a quelques jours de la liste des espèces en danger. En fait, quand on bouge, quand on prend des décisions, on a des effets. Et parfois, à 4 ou 5 ans, le temps d'un mandat politique. Et donc, en fait, il faut avancer. Et puis, je pense on a tous intérêt à avancer, en fait. Pour tous les business qui sont présentés dans la société en général, on a tous intérêt à préparer et anticiper ce qui va se passer demain. On va terminer en tout cas là-dessus. Merci beaucoup, Romain Troublé, pour votre intervention, pour votre pédagogie également. Merci d'avoir écouté la question Météo-Climat, le podcast pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le temps qu'il fait et qu'il fera.
abonnez-vous pour ne rien manquer. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À bientôt.